Ça y est les amis, c'est peut-être la fin. L'inflation galopante qui touche tout le vieux continent a de lourdes conséquences sur le pouvoir d'achat des ménages européens. C'est le cas au Portugal où le prix des produits alimentaires augmente chaque mois. Près de 7 locataires sur 10 voient toujours dans la propriété la meilleure forme de placement, mais ils ne sont plus que 2 sur 10 à estimer que c'est le bon moment pour acheter. La demande de bureaux a chuté en Ile-de-France de manière assez spectaculaire, 22% de baisse au premier semestre. À la fin du mois de juin, il y avait 4,5 millions de mètres carrés de bureaux vides en Ile-de-France. La baisse du pouvoir d'achat, les taux d'intérêt qui sont bientôt à 5% et des prix dans certains secteurs de l'immobilier qui sont en train de s'effondrer. Si on regarde l'ensemble du tissu médiatique français en ce moment, ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle pour le marché de l'immobilier et on entend même qu'un krach immobilier est aux portes de la France. Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous amener à penser quelque peu à contre-courant, à réfléchir par vous-même et surtout à réfléchir logique. Parce qu'en réalité, dans cette vidéo, je vais vous montrer que le krach immobilier tant attendu a peu de chances de se produire. Et surtout, bien sûr, quelle est selon moi la stratégie à mettre en place à partir de maintenant pour profiter des opportunités comme jamais. Alors accrochez vos ceintures, c'est parti. Première étape, analysons la mécanique des prix de l'immobilier. Si on regarde de manière un petit peu théorique ce qui s'est passé dans le passé et comment le marché immobilier a évolué au fur et à mesure des années, depuis les années 60, pour faire une analyse technique de ce marché-là, il est plutôt sur des périodes de croissance en alternance avec des périodes de stagnation, de très légères baisses sur peut-être 1 ou 2 années, puis ensuite une croissance à nouveau importante. Si on trace la tangente de cette courbe, vous verrez que le marché immobilier est bien évidemment croissant sur le long terme et c'est tout à fait normal. Et en fait c'est complètement logique. Dans un monde où il y a de plus en plus de gens à loger, il est tout à fait normal que les prix du logement augmentent de plus en plus. Maintenant, pour avoir un raisonnement qui est vraiment complet autour du marché immobilier, il faut se poser la question, qu'est-ce qui fait que ça monte et que ça baisse? Quels sont les facteurs importants qui vont influencer l'évolution des prix de l'immobilier sur le marché français? Facteur numéro 1, c'est la demande. Comme dans tout marché, plus vous avez une demande importante, plus tout ça va tirer les prix vers le haut. Plus vous avez de personnes qui veulent acheter des oranges qui viennent du Maroc, et plus naturellement le prix d'un kilo d'oranges qui viennent du Maroc va augmenter. De la même manière que plus vous avez de personnes qui veulent acheter des sacs Louis Vuitton, et plus la valeur d'un sac Louis Vuitton va augmenter. Et bien mécaniquement avec l'immobilier c'est pareil, plus vous avez une quantité de personnes importantes qui veulent acheter du logement, et plus les prix de ces logements vont être tirés par la hausse, autant d'ailleurs pour la location que pour la vente, qui sont, on le verra un petit peu plus tard, deux marchés différents mais interconnectés par plein d'aspects. Facteur numéro 2, l'offre. Comme dans tout marché, encore une fois, plus vous avez une offre importante pour un produit, et plus ça aura tendance à tirer les prix vers la baisse. Et ça marche dans les deux sens. Si aujourd'hui vous souhaitiez prendre un billet de train, on a beau vous le proposer à 140, 150 ou 200 euros l'aller-retour, il n'y a quasiment qu'une seule compagnie en France qui propose des billets de train, et c'est ce qui fait que les billets seront toujours de plus en plus chers, parce que l'offre de billets est assez restreinte. Et c'est la même chose pour le business des montres de luxe, du diamant ou plein d'autres secteurs qui jouent sur cette rarification de l'offre pour faire monter les prix de manière plus ou moins artificielle. À l'inverse, plus l'offre est importante, c'est-à-dire plus la quantité de logements qu'on va être capable de produire est importante, et plus ça va avoir tendance à tirer les prix encore une fois vers la baisse. Si jamais un promoteur décide de construire un immeuble où il a 50 fois le même appartement, et bien mathématiquement il vendra chaque unité moins cher que s'il y en avait uniquement 3 à la vente. Tout ce qui est rare a plus de valeur, tout ce qui est commun a moins de valeur. Facteur numéro 3, les coûts de construction et de rénovation. Évidemment, pour construire un appartement, un immeuble, une maison, ça représente un coût. Et les personnes qui construisent ces maisons ne sont pas celles qui fabriquent le placo, les rails, la laine de verre ou encore le béton cellulaire, et ce sont uniquement des éléments d'une chaîne de production plus complète, mais dont l'acteur général et final est le promoteur immobilier, le marchand de biens ou l'investisseur. Et par définition, le promoteur immobilier, s'il voit que les rails coûtent plus cher, que la laine de verre coûte plus cher, que les volets en bois coûtent plus cher, et bien mécaniquement il va reporter cette augmentation sur la valeur de l'appartement. Et donc ce qui veut dire que quand les matières premières ont tendance à prendre de la valeur, il y a deux options. Première option, on continue de construire autant mais on vend plus cher, ce qui provoque une augmentation de chaque mètre carré qu'on va vendre, ou alors on décide d'en produire moins, ce qui mécaniquement va faire baisser l'offre de logement disponible à la vente et donc va faire, comme vous l'avez compris, monter les prix. Facteur numéro 4,
les taux d'intérêt. La France est le pays au monde où on emprunte le plus. Et ce tout simplement parce que la France historiquement fait partie des pays où les taux d'intérêt pour emprunter de l'argent pour acheter de l'immobilier sont au plus bas. Dans la majorité des cas, un taux fixe et avec un projet pour lequel on vous demandera peu d'apport, entre 5 et 15% au moment où je tourne cette vidéo. À l'inverse du système anglo-saxon, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, où on vous demandera entre 20 et 40% d'apport pour votre résidence principale. En France, jusqu'à il y a très peu de temps, il y a même énormément de personnes qui achetaient leur appartement sans mettre le moindre centime d'apport. Et même si c'est quelque chose qui commence à changer un petit peu en ce moment, on reste quand même un des pays les plus favorisants au monde pour acheter de l'immobilier à crédit. Mais donc mécaniquement, puisqu'en France tout le monde dépend du crédit pour acheter sa résidence principale, et même dans les mœurs sociétales, jamais personne n'a eu l'habitude de mettre 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 100 000 euros, et tout le monde a recours au crédit pour faire ça. Si les taux d'intérêt augmentent, ce qui veut dire que mécaniquement, on va pouvoir acheter des choses moins chères. La part d'intérêt dans votre mensualité de crédit prenant de plus en plus de place, la part de capital est restreinte, et donc on peut mécaniquement emprunter moins. C'est pour ça que plus les taux d'intérêt sont bas, plus ça stimule le marché de l'immobilier et ça incite les gens à acheter, et plus les taux d'intérêt sont élevés et plus ça anesthésie le marché de l'immobilier et ça incite les gens à ne pas acheter. Facteur numéro 5, le pouvoir d'achat. La dépense destinée au logement, que ce soit dans une mensualité de crédit en tant que propriétaire ou dans un loyer en tant que locataire, représente en moyenne un tiers du budget mensuel des Français. Et on fait partie des pays d'Europe qui consacrent la plus grande part de leurs finances au logement et au fait d'avoir un chez-soi agréable avec de la place, des jolies pièces, des meubles et tout ce qui a trait au logement au sens large. Mais donc de manière encore une fois mécanique, si le paquet de pâtes coûte plus cher, que l'essence que vous mettez dans votre voiture coûte plus cher, que l'électricité coûte plus cher et que la vie coûte plus cher de manière un petit peu générale, eh bien le pouvoir d'achat va baisser et donc on aura tendance à peut-être louer quelque chose d'un petit peu moins grand, un petit peu moins cher, ou de différer son projet d'achat immobilier en attendant des jours meilleurs. Plus le pouvoir d'achat est élevé, plus les gens vont acheter de l'immobilier, plus le pouvoir d'achat baisse, plus les gens ne vont pas acheter d'immobilier. Et enfin, facteur numéro 6, la politique économique. En France, on est parmi les champions du monde des politiques économiques un peu bizarres, qu'on comprend pas trop et qui n'ont pas forcément énormément de logique. Et en ce qui concerne le marché immobilier en ce moment, c'est par exemple la nouvelle réglementation pour le DPE, le dossier de performance énergétique, qui indique que certaines lettres seront interdites à la location, notamment les lettres qui traduisent un logement très énergivore, et c'est-à-dire en fait pas du tout écologique. Sauf qu'en France, on est sur un parc immobilier vétuste, ce qui fait que ces nouvelles réglementations et les contraintes, des permis de construire, des déclarations préalables de travaux, toute cette politique urbanistique globale va avoir tendance à névroser le marché plus elle est difficile et à ouvrir le marché et à encourager les gens à acheter plus elle est souple et permissive. Alors maintenant qu'on a bien saisi les différents facteurs qui vont jouer sur la hausse ou la baisse du marché immobilier, il faut savoir qu'il y a aussi des gens qui interagissent avec un actif. Et pour analyser une catégorie d'actifs, et ça c'est vraiment valable, peu importe ce que vous analysez, que ce soit une nation en bourse, un marché précis comme celui des montres de luxe ou des sacs de marque, il faut toujours voir l'actif, comment il évolue et quelle est la clientèle de cet actif. Et en France, la clientèle de l'actif immobilier, c'est bien sûr toute la population, puisque tout le monde a besoin de se loger, soit en louant, soit en achetant. Alors, première catégorie de personnes, celles qui gagnent moins de 1200 euros par mois. Dans 90% des cas, voire 95% des cas, les gens qui gagnent moins de 1200 euros par mois vont avoir tendance à louer. Et une grande majorité de leur loyer sera payé par les aides, telles que les APL, la CAF, etc., etc. Et ce sont donc en général des personnes qui louent des petits logements, des studios ou des T1 bis, dont la plupart des loyers est encore une fois payé par les aides qu'ils reçoivent. Deuxième catégorie de personnes, celles qui gagnent de 1200 à 2000 euros par mois. Celles-ci, elles louent plus grand. Elles vont aller louer des T2, des T3 ou des T4, voire même de petits pavillons en première couronne des villes de province pour avoir un extérieur et pouvoir profiter un petit peu des belles chaleurs d'été autour d'un barbecue. Ces personnes-là, elles achètent statistiquement assez peu et quand elles achètent, elles vont acheter plutôt un logement qu'elles vont garder toute leur vie. Elles vont s'endetter sur 25 ans et cette dépense-là représentera plus d'un tiers de leur budget en général. Troisième catégorie, les personnes qui gagnent entre 2000 et 4000 euros par mois. Ces personnes-là, dans plus de 70% des cas, elles achètent, elles accèdent à la propriété, soit un bel appartement en centre-ville ou une maison en province. C'est ce qu'on appelle communément la classe moyenne supérieure, qui peuvent être composée des cadres des entreprises du coin, les personnes qui cumulent 2 emplois, les artisans à leur compte qui bossent correctement, et même tout un tas de professions libérales
général qui ont une rémunération après impôt qui s'établit aux alentours de 2 à 4 000 euros par mois. Quatrième catégorie de personnes qui interagissent avec l'immobilier, les personnes qui gagnent plus de 4 000 euros par mois. Dans 95% des cas, ces personnes sont propriétaires de leur résidence principale et ont même tendance à acheter une résidence secondaire, que ce soit un appartement à la montagne ou sur la Côte d'Azur, ou alors à faire des investissements locatifs, que ce soit à but de défiscalisation, tels que les programmes Pilel ou Marlowe, ou alors tout simplement pour faire un petit peu de locatif et préparer leur retraite. Enfin, cinquième catégorie d'acteurs qui interagissent avec l'immobilier également, les entreprises, qui dans la grande majorité des cas vont chercher à acheter leurs locaux dès qu'elles le peuvent et dès que leur capacité de trésorerie leur permet de s'endetter pour acheter les murs, qui est une excellente manière pour un chef d'entreprise de capitaliser pour sa retraite en faisant payer sa mensualité de crédit par son entreprise et donc en passant tout ça en charge déductible afin de créer son patrimoine. Partie numéro 2, voyons maintenant qu'est-ce qui se passe en ce moment. Pour notre facteur numéro 6, la politique économique, ce qui se passe en ce moment, c'est que le DPE, ça fait très peur. Énormément de propriétaires ont tendance à vouloir vendre leur logement dans le cas où il est trop vétuste, qu'ils se rendent compte qu'ils ne vont pas pouvoir le louer sur le long terme, mais qu'ils n'ont pas forcément l'argent pour le rénover quand c'est possible. Que ce soit une rénovation intérieure, une isolation par extérieur, refaire une toiture, changer des compteurs électriques ou refaire toute la plomberie d'un appartement, ça représente un coût très important pour les petits propriétaires. Premier effet de ce facteur 6, ça a tendance à propulser de plus en plus de biens sur le marché qui sont vétustes et qui d'ailleurs n'arrivent pas à se vendre. Augmentation mécanique de l'offre et donc tendance à baisse des prix. En plus de ça, ce facteur numéro 6, il va avoir tendance à freiner également les acheteurs qui ne savent pas vraiment où on va avec l'immobilier français et notamment en termes de DPE et qui vont préférer remettre leur projet d'acquisition à plus tard et d'attendre de voir un petit peu si cette loi est mise en application dans les prochaines années. Résultat, une baisse de la demande et donc encore une fois une diminution des prix vers le bas. Pour ce qui est de notre facteur numéro 5, le pouvoir d'achat, comme vous le savez, il a tendance à baisser énormément en ce moment. Quasi tout ce qu'il y a autour de nous a pris entre 15 et 20% d'augmentation. Et donc mécaniquement, quand on a du mal à couvrir les fins de mois, on va pas dans une banque pour faire un crédit immobilier et changer d'appartement pour acheter quelque chose de plus grand. D'autant plus que la baisse du pouvoir d'achat a tendance à scléroser la capacité de projection future des Français qui, en voyant qu'au 15 du mois, il est difficile de boucler le compte, sont à 10 000 années-lumière d'acheter un logement, que ce soit pour le louer ou pour agrandir leur résidence principale, tout ça menant directement à une baisse mécanique des prix encore une fois. Pour ce qui est de notre facteur 4, les taux d'intérêt, ça ne vous a pas échappé qu'ils ont augmenté et augmenté beaucoup au cours des derniers mois et d'ailleurs ce n'est pas fini, d'après de nombreux articles économiques, ils vont avoisiner les 5 à 6% sur 20 ans d'ici quelques mois. Plus on a des taux d'intérêt qui augmentent, plus on ralentit une économie, puisque ça coûte plus cher d'acheter un appartement, donc on l'achète plus petit, mais ça coûte aussi plus cher de racheter une entreprise, de racheter du matériel pour sa boîte. Et donc de manière générale, plus les taux d'intérêt sont élevés pour emprunter, que ce soit pour l'immobilier et même pour les prêts professionnels, plus on aura tendance à freiner mécaniquement l'activité économique de tous les secteurs d'une économie. Facteur 3, les coûts de construction qui ont littéralement explosé depuis la période du Covid, avec une laine de verre qui a pris près de 50%, du bois qui a pris près de 150% pour certains matériaux. Il est aujourd'hui quasiment 1,6 fois plus cher de construire une maison que ça ne l'était avant la crise du Covid-19. 70% d'augmentation des matériaux, mécaniquement, ça se répertorie sur les prix de vente, avec des promoteurs qui ont tendance à monter leurs prix, des artisans qui ont eux aussi tendance à monter leurs prix pour la rénovation, et tout ça pourrait avoir tendance de tirer le marché vers le haut, sauf que comme le pouvoir d'achat des Français est tiré vers le bas, en fait on est face à un mismatch et grosso modo, même si on augmente le coût d'un mètre carré en termes de rénovation, de construction, ça n'arrive pas à suivre sur le plan des ventes et c'est pour ça qu'on assiste à des faillites en cascade de nombreuses entreprises de BTP, de promotion immobilière et de boîtes de bâtiments qui ne trouvent plus de chantier puisque les gens n'ont plus l'argent pour les payer. Facteur numéro 2, l'offre, qui elle a bien tenu au cours des derniers mois et il y a toujours des promoteurs qui continuent de construire et même pas mal de gens qui souhaitent vendre leur appartement, soit pour retrouver des liquidités pour faire face à des difficultés sur le plan de leur entreprise, ou tout simplement parce qu'ils commencent à avoir un petit peu peur des nouvelles réglementations en vigueur et qu'ils préfèrent se débarrasser de leurs biens, les investir dans d'autres secteurs. Et c'est ce qui fait que l'offre est de plus en plus importante et vous avez peut-être vu le Bon Coin qui s'est rempli de plus en plus au cours des derniers mois de différents appartements, immeubles, locaux commerciaux, etc. Cette augmentation d'offres, elle a tendance à faire tirer les prix vers la baisse. Et maintenant, pour ce qui est de notre facteur numéro
numéro 1, la demande. Et c'est là le point de subtilité que vous devez